important. J'espère que vous avez eu le temps de prendre des notes et de vous intéresser à certains sujets qui ont été abordés pendant le passage du documentaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le lien pour des frères et des sœurs, des économistes et les non-économistes qui sont en ligne, hein, qui veulent intervenir. L'idée, c'est d'analyser cette pensée. Nous avons eu dans le monde un auteur, un économiste, un savant qui a laissé son empreinte au niveau mondial jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez vous-même que de temps en temps, même les Américains qui se présentent comme étant des grands libéraux, parfois reviennent vers Keynes. Là, il faut bien comprendre et analyser sa pensée. Il est très important également de comprendre que le but de Vision Métrique, à travers Vision, notre club de débat, est de pouvoir permettre aux jeunes, surtout africains, congolais, un peu partout sur la terre, de pouvoir s'intéresser aux pensées, des courants des pensées. On ne peut pas exister sans pour autant avoir un courant de pensée. C'est-à-dire, lorsque nous abordons un sujet, il faut toujours avoir une position donnée. Quel est votre paradigme? Quelle est votre pensée? Parce que l'on ne peut pas réfléchir par hasard et raisonner par hasard. Il faut un canevas. Ce que moi j'ai constaté depuis que je suis rentré au pays, en Afrique, au Congo, c'est que les gens ont du mal à réfléchir selon un courant. Les gens ne savent même pas que ça existe. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un réfléchit, ça va à gauche, ça va à droite, ça parle, mais on ne sait même pas pourquoi il parle en fait. Alors que ce n'est pas comme ça que ce monde fonctionne. Dans le monde, vous allez voir que les gens comme John Maynard Keynes ont eu une position, jusqu'à la mort, une position qu'il a développée, qu'il a défendue. Et la semaine prochaine, le jeudi prochain à 18h, nous allons projeter la vie d'un autre grand économiste, Karl Marx, que nous connaissons presque tous. Et nous allons voir que Keynes a eu sa pensée, mais Marx aussi a eu sa pensée. Le marxiste sera un peu présenté, étudié, nous allons l'analyser ensemble. Et puis la semaine, je pense le 16 décembre, et le jeudi soir à 18h aussi du Congo ici, nous allons avoir un troisième auteur, Hayek, le père du libéralisme. On va essayer de voir un peu l'université de Chicago, à quel moment le monde est devenu libéral, extrême libéral. Vous voyez qu'il est très important de comprendre qu'en économie, il y a des courants. Et lorsque tu as une position donnée, il faut comprendre pourquoi tu es dans cette position. Et les théories économiques, ou disons les pensées économiques, impactent considérablement les vies des sociétés. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les États-Unis, leur position mondiale dépend de la pensée économique qui domine les États-Unis. Lorsque vous prenez un pays comme le Japon est Japon parce qu'il y a une pensée économique japonaise adaptée. Vous savez que si nous prenons le cas du Japon, par exemple, ce sont des pays qui n'ont pas des ressources. Le Japon n'a pas le pétrole, n'a pas du bois. Vous savez, même les terres, ils n'en ont plus, puisque les seules terres agricoles qu'ils avaient, Hiroshima et Nagasaki, ben, les Américains avaient compris que bon, pour les anéantir, ils ne vont pas manger. Donc, on a jeté 2 bombes nucléaires sur ces 2 territoires. Ils importent même de l'eau à boire, pour vous dire. Le Japon n'a pas d'eau. C'est comme Singapour. Vous voyez? Donc, il y a des États comme ça où ils n'ont pas de ressources, mais ce sont des superpuissances mondiales. Aujourd'hui, le Japon est la 3e puissance mondiale, 2e puissance mondiale en technologie, et vous comprenez, mais même première, hein, parce que les Américains dépendent des Japonais au niveau technologique. La robotique aujourd'hui se trouve entre les mains des Japonais. C'est une autre forme d'économie. Vous voyez, eux, ce n'est pas la pensée européenne, ce n'est pas la pensée américaine. Ils ont une autre pensée à la japonaise. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir quelle est notre pensée économique. C'est ça le problème. Est-ce que le fait d'aller à l'université, d'avoir des notes, de passer première année en 2e année, d'avoir une licence, et puis par la suite de valider un master et être au chômage, attendre que papa le nourrisse, avoir un CV et déposer dans toutes les entreprises de la ville, 10 ans après, bah, pas de boulot, galéreur comme on dit, est-ce que c'est ça la vie? Tout simplement parce qu'on n'a pas d'idée, on n'a pas de pensée, on ne sait même pas pourquoi on est étudié. Et ça doit, je pense, arrêter parce qu'on doit prendre des vraies décisions. On doit avoir notre pensée. Il faut une pensée. Il y en a. Une pensée économique africaine existe, par exemple. Mais il faut qu'on en parle. Des courants de pensée existent en Afrique, mais ce n'est pas souvent vulgarisé. Et le but de ce club est de nous permettre, en effet,
de pouvoir aller dans ce sens-là. Alors, avant qu'on puisse avoir la possibilité de projeter ici, là, des courants de pensée africains, des idées des grands économistes africains, il faut tout d'abord que nous comprenions ce qui existe, ce qui domine la Terre, le monde. Et donc, on s'est dit, on commence par le père de l'interventionnisme étatique, puisque Keynes, c'est parce que le papa qui aide les enfants, hein, c'est-à-dire que l'État doit s'occuper de ses enfants. Et cette pensée n'est pas acceptée partout. Même en Amérique, c'est une pensée, même en Angleterre, là où il est né, la pensée ne passe plus. Donc, on va voir comment Hayek domine jusqu'à aujourd'hui notre réalité. Mais il faut qu'on comprenne d'abord la pensée keynésienne. Donc, on a projeté Keynes aujourd'hui pour que nous puissions prendre le temps. Donc, je vais tout d'abord partager le lien avec les frères qui sont en ligne. Et puis, nous allons ensuite ici parler en famille aussi. Mais de manière intellectuelle, de manière structurée, on va traiter de la pensée keynésienne. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce qu'on a entendu? Je sais que tout le monde ici sont des économistes, vous êtes des économistes, mais l'idée, c'est de pouvoir voir comment appliquer des théories que nous apprenons, qu'on vous donne dans les universités, sur le terrain. Voilà. Vous avez vu, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la construction du barrage aux États-Unis, et puis ça a créé l'emploi. La question qu'on se pose, c'est que, vous avez entendu, après la construction du barrage, tous les travailleurs qui travaillaient là-bas, où est-ce qu'ils sont partis? C'est compliqué maintenant. Là. Donc, l'économie, ce n'est pas seulement, oui, j'ai créé l'emploi, mais il faut vraiment avoir une stratégie où, après cela, les gens peuvent se recycler. J'aime beaucoup l'économie canadienne parce que les économistes canadiens sont de loin supérieurs, meilleurs aux économistes américains, états-uniens. Les Canadiens ont développé un système où il y a le recyclage. Ça veut dire que tu peux aujourd'hui être médecin, tu te retrouves demain économiste. Et après, demain, tu peux devenir cinéaste. Ils ont réussi à inculquer aux enfants la transition d'un domaine à un autre. Or, il existe certaines pensées économiques dans certains États dans le monde où lorsque tu es économiste, tu es banquier, tu restes banquier. Mais s'il n'y a pas de boulot dans la banque, tu es au chômage. Ou soit tu fais la planche, vous comprenez? C'est-à-dire que tu dis, mais oui, mais j'ai étudié, je cherche du boulot, je dépose des CV, je ne trouve pas. Parce que les économistes n'ont pas encore développé cette faculté de s'adapter dans tous les domaines possibles que nous pouvons avoir. Alors, puisque nous sommes là et que nous sommes derrière le temps et que nous avons 45 minutes qui nous restent, je vais donc lancer le lien en ligne. Et si toutefois nous avons des frères, des sœurs, des économistes, et non, hein, des gens qui ont regardé ce documentaire sur Keynes, qui veulent prendre la parole pour essayer de nous donner une idée de ce qu'ils ont retenu, vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous rejoindre sur la plateforme et pour que nous puissions ensemble ici avec ceux qui sont ici dans la salle, essayer d'analyser cette pensée. Voilà, je vois des gens rentrer. Et à partir de là, nous allons ensemble clôturer notre séance d'aujourd'hui pour que la semaine prochaine, on va toucher à Karl Marx. Et au fur et à mesure de semaine en semaine, on aura des sujets intéressants puisque on est dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, on est dans du big data aujourd'hui. Tout cela, on doit voir. Parce que tous ces courants que vous voyez là, il y a des gens derrière qui modélisent, qui théorisent, que vous devez connaître. Parce qu'en effet, sans connaître la pensée derrière, c'est un peu difficile d'avancer. Alors, il y a M. Fabrice qui vient de rentrer. Je pense qu'il est au Canada. Donc, bonjour, M. Fabrice. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, tout le monde. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je vous entends. Alors, est-ce que vous avez pu regarder avec nous ce documentaire, ce petit documentaire sur la pensée de Keynes, de John Maynard Keynes? Oui, effectivement, j'ai suivi les documentaires du début à la fin. Et tout d'abord, honnêtement, je vous remercie sincèrement de nous avoir donné l'opportunité on va dire, des vulgarisations, parce que effectivement, la plupart d'entre nous ne savent pas très bien comment fonctionne le monde. Nous pensons que les décisions tombent un peu du néant, là, alors qu'il y a des gens derrière, certains pour qui c'est la passion, d'autres, comme vous l'avez dit, hein, pour Keynes, on voit que c'était vraiment un travail de toute une vie. Oui. Bon, parce que je sais qu'on est limité par les temps, j'ai quand même, j'ai quand même retenu 2-3 points que je voudrais partager avec les autres, mais évidemment, écoutez votre point de vue là-dessus aussi.
OK. C'est-à-dire que je voulais plus cibler mon intervention par rapport à la question des accords de Bretton Woods et de la politique monétaire mondiale. Donc, tout d'abord, je me questionne sur le rôle du dollar américain. Je crois qu'il y a un économiste américain qui a dit le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Voilà. Exactement. Donc là, la question, c'est, étant donné que le dollar américain est non seulement une monnaie propre à un pays, mais aussi qu'il est produit et géré par une banque privée, la fédérale. La Fed. La Fed, oui. Est-ce que ces systèmes garantissent-ils vraiment l'impartialité, l'équilibre, l'équité pour lesquels Keynes s'est battu presque toute sa vie? Dans la mesure où les Américains, eux, là je vais faire le lien directement avec les rapports avec l'Afrique. Si je prends le cas des Américains, mais je pense que c'est pareil aussi avec les Européens, eux, ils ont en quelque sorte la liberté, l'indépendance totale d'imprimer leur monnaie et de pouvoir relancer leur économie un peu à leur guise, avec tous les effets pervers que cela peut avoir. Mais pour les Africains, comme nous n'avons pas de monnaie, nous avons donc en quelque sorte adhéré à ce pacte de Bretton Woods. Mais il me semble que pour nous, on ne donne pas l'argent directement à l'économie. On donne l'argent d'abord sous forme de prêt, à moins que des spécialistes sur le plateau me contredisent, mais aussi l'économie en tant que telle en Afrique semble ne jamais vraiment bénéficier des théories de Keynes. Il y a eu à un certain moment, je pense, à l'époque, dans les années 70 par là, il y a eu, avec Mobutu par exemple, plusieurs projets financés par la Banque mondiale, etc., notamment le barrage d'Inga et certains autres ouvrages qui, jusqu'à un certain point, ont voulu suivre un peu l'exemple du barrage qu'on a vu dans le documentaire. Mais j'ai toujours l'impression que ce système-là, le système monétaire mondial actuel, tel qu'il a été conçu, peut-être surtout tel qu'il est appliqué, est vraiment défavorable à l'Afrique. Et je pense même qu'aujourd'hui, il est devenu défavorable aux populations occidentales. Puisqu'on ne lance plus de grands travaux pour donner du travail à tout le monde comme on faisait. C'est comme s'ils ont atteint une saturation. Bref, c'était un questionnement. Ceci dit, est-ce que ça ne nous prendrait pas, nous, aussi, des monnaies, ou est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un dispositif qui nous permettrait, nous, d'utiliser notre monnaie de manière indépendante? Je comprends que nous ne produisons rien. Tout ce dont on a besoin, ben on l'achète, et on ne peut pas les acheter avec notre monnaie, donc on est comme dans un cercle vicieux. Peut-être que la solution, comme vous le dites, c'est vraiment d'utiliser nos cerveaux pour pouvoir produire ce que nous utilisons. Voilà en quelque sorte mon questionnement. Bon, je suis pas économiste, j'ai étudié Keynes à l'université, comme ça, rapidement, et ce documentaire m'a encore beaucoup aidé. Voilà, mon questionnement se trouve vraiment là, par rapport à la position de l'Afrique face à la politique monétaire internationale. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice, pour l'intervention. Et je pense que ceux qui sont ici dans la salle ont compris aussi ce que vous voulez dire par là. Il est très important de comprendre que même dans le documentaire, si vous avez bien suivi vers la fin, on nous a fait comprendre que l'équipe anglaise, l'équipe de John Maynard Keynes et l'équipe des Américains ne sont pas entendus à la fin. C'est-à-dire que la pensée de Keynes n'était pas retenue. La pensée qu'on a retenue était la pensée américaine. Parce que Keynes, lui, il disait qu'on est dans le même bateau. Il faut que les riches puissent exporter moins de produits. C'est-à-dire que les Américains devaient moins exporter à l'étranger et puis accepter, puisqu'ils sont plus riches que les autres, d'importer les produits des autres. Et les Américains ont dit non. Les pauvres doivent se débrouiller. Et nous, les Américains, on va continuer à leur donner nos produits
Et ça, vous comprenez bien que Keynes était triste pour ça, parce qu'il s'est dit, mais attendez, on est dans le même bateau, on est dans le même monde, parce que vous vous souvenez, si vous avez bien suivi le documentaire, juste après la Première Guerre mondiale, lors du traité de Versailles, Keynes leur avait dit que vous ne pouvez pas punir les Allemands. C'est toujours ça. C'est-à-dire que le fait de nuire à un État, à un peuple, le peuple finit par se révolter. Keynes leur avait dit ça. Vous avez vu que Hitler est né. Hitler, quand il était né, le but d'Hitler, c'était de donner l'honneur aux Allemands, quoi, parce qu'on les a humiliés, il fallait payer la reconstruction des pays des autres. Il avait décidé de tout casser. Donc, on a donné de l'argent à tous ces pays-là. Je vais tout casser. Donc, Keynes avait une vision un peu, je vais dire, paternaliste de l'économie, c'est-à-dire il faut que l'État intervienne en appliquant des politiques économiques. Et ces politiques ont pour but de pouvoir créer des emplois, aider les entreprises, aider la population, et ainsi de suite. Mais tout le monde n'est pas d'accord de ça, parce que vous savez bien que la pensée keynésienne, je pense que vous l'avez entendu, a aussi des limites. C'est lorsque vous creusez le déficit, à un moment donné, sur les classes boursières où on emprunte des fonds, votre notation se dégrade. Parce que si vous n'êtes pas capable de rembourser, vous empruntez plus cher. Et voilà pourquoi vous avez vu que Gordon, donc le premier ministre anglais, il venait dire que non, mais moi je suis anglais comme Keynes, mais je ne suis pas de sa pensée. Parce que pour lui, il fallait rembourser la dette. Il fallait rembourser la dette parce que si on est très endetté, ben, on peut perdre des notations parce que c'est des choses qu'ils ont élaborées lors des accords de Bretton Woods. Maintenant, parlons de l'Afrique. Il est clair que lorsqu'on fait Bretton Woods, bah, nous, on est encore colonisés. Hein. N'oubliez pas cette partie de l'histoire. Il n'existe pas l'Afrique. Puisque à l'époque, en 45, 46, lorsque Bretton Woods s'est mis en place, nous, on est encore des boys. On est des colonisés. L'Angleterre domine une grande partie de l'Afrique. Le Portugal à l'Angola. En fait, ils sont encore sur le territoire africain. Donc, on pouvait parler là-bas, débattre avec eux sur le FMI, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Ça a été conçu pour eux, pas pour nous. C'est-à-dire que si on était, le jour que l'Afrique va s'organiser, peut-être il faut changer le FMI en donnant notre nom, c'est-à-dire qu'avec nous dedans. Parce que je comprends la question, mais si vous posez une question de cette manière, c'est comme si à l'époque, lorsque Keynes était là et qu'il y avait réunion, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, et dans les années 30, donc 39 jusqu'à 46, on ne va pas dire que les Africains pouvaient prendre part au débat. Le FMI d'aujourd'hui et la Banque mondiale d'aujourd'hui a été conçu en considérant l'Afrique comme étant des colonies. Ce n'étaient pas des États. C'était, les 15 pays francophones, c'était la France en fait. Donc, lorsqu'on parle des pays pauvres, ce sont des pays européens, des pays occidentaux de l'époque, pas nous. Parce que nous n'étions pas encore des États en fait. Parce que c'est dans les années 59, avec les Kwame Nkrumah, que nous allons commencer à parler État. Et l'Afrique va commencer à dire, ouais, nous aussi on existe. Sinon, avant, il n'y en a pas. Mais sauf que, une fois indépendant, il n'y a pas eu de Bretton Woods avec les continents africains. C'est-à-dire qu'on est resté comme on est aujourd'hui. Et ça change tout. Maintenant, pour la monnaie, on utilise des monnaies arrimées. Je pense qu'il faut faire très attention sur ce sujet parce que toutes les monnaies du monde aujourd'hui, bien sûr, sont des monnaies arrimées sur soit la monnaie anglaise, livre sterling, ou soit le dollar américain, ou l'euro pour nous, par exemple, le franc CFA. Mais ça n'empêche pas les Japonais d'être Japonais. Parce que n'oubliez pas que les Indiens, leur monnaie, la monnaie indienne ou la monnaie japonaise est arrimée sur la monnaie anglaise. Monsieur Fabrice. Mais le fait que, ah oui, parce que c'est pour ça que je dis souvent, ne condamnons pas rapidement, parce que si nous, on était déjà futés, si nos jeunes économistes étaient déjà économistes, ça veut dire qu'ils avaient compris la mécanicité du fonctionnement du système économique, notre système actuel du monde devait faire de nous des milliardaires. Je vous prends un exemple. Ah oui, mais donc, on se plaint parce qu'on n'est pas encore capable de créer l'aiguille. On n'arrive pas à créer une chose. En fait, on n'arrive pas à comprendre qu'on n'est pas défavorisé. Alors, pour eux, on est défavorisé parce qu'ils savent qu'on n'a pas encore la capacité de création d'entreprise. On n'est pas encore des businessmen et des businesswomen. On est encore primitif dans l'économie, dans la gestion. Et donc, on se retrouve avec un système qui nous pénalise. Mais imaginons un instant que nous avons au Congo des jeunes entrepreneurs congolais qui transforment l'arachide et puis l'exportent vers la Chine. Je prends un exemple. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y a des jeunes Congolais qui rentrent dans l'agriculture, qui font des plantations d'arachide,
et qui l'exportent vers la Chine. Et nous savons bien que les pays africains francophones, les pays africains, le continent, nous avons des accords avec la Chine et que les entreprises africaines ne payent pas de taxes, je vais dire, en Chine. Ça veut dire que si tu vas créer une boîte en Chine, tu ne payes pas d'impôts. Mais sérieusement, ils sont 1 milliard, environ 400-500 millions aujourd'hui. Donc si tu exportes tes arachides en Chine, et qu'un Chinois seulement mange ton arachide en une année, c'est-à-dire qu'il a seulement goûté une fois l'arachide, si 1 milliard de Chinois ont goûté ton arachide qui coûtait 100 francs seulement, c'est 100 000 milliards de francs CFA que tu gagnes. Alors, excuse-moi, on se rend bien compte que... Non, mais on a un sérieux problème. C'est-à-dire que notre problème à nous, ce n'est pas que les autres nous pénalisent. Notre monnaie est une monnaie, vous prenez $1, 1 euro, c'est environ 650 francs CFA. Exemple. Ce qui veut dire, si je vais vendre mes choses en France, c'est vendu en euros là-bas. Si je ramène l'euro ici, je suis milliardaire. Vous me suivez là? Exact, oui. Mais c'est ça en fait. Voilà pourquoi les Chinois continuent à vouloir dévaluer leur monnaie. C'est-à-dire qu'ils veulent rester faibles devant les autres parce que lorsque les Chinois vendent à l'étranger, les produits chinois sont vendus dans les monnaies étrangères, en euros partout sur la terre. Lorsqu'ils reviennent en Chine, on convertit en yuan, ils sont puissants chez eux. Nous, notre problème à nous, c'est cette partie. L'exportation, la création de la richesse, l'innovation, l'entrepreneuriat. Et puisque les autres savent qu'on est capable de le faire, ils disent, écoutez, on vous a donné des avantages, vous pouvez exporter, mais faites-le. Nous, on va prendre du bois, on met dans des bateaux, on envoie. Certains vont dire, par exemple, oui, mais le bois, c'est interdit de les transformer. Oui, mais dans la vie, il n'y a pas que le bois. Il y a des domaines aujourd'hui, des domaines technologiques. Voilà pourquoi notre cabinet Vision Métrique se focalise sur les formations high-tech, big data et tout ça, l'économétrie spectrale. Parce qu'on se dit, si on touche à des domaines d'aujourd'hui, où il n'y a pas de ressources premières, matières premières, déjà, en premier moment, on ne touche pas au bois, au pétrole, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a des domaines de haute valeur ajoutée, des domaines technologiques, des domaines informatiques, de l'économétrie aujourd'hui, de la connaissance, l'économie circulaire dans les sociétés africaines. Il faut en parler. Et l'entrepreneuriat. Vous voyez, Monsieur Fabrice? Absolument. Nsouad, je pense que moi, je suis vraiment sur cette ligne-là. Ça fait environ 18 ans que j'habite à l'étranger. Je pense que l'Afrique, c'est vraiment le continent de demain. Je vois tous les potentiels qu'il y a en Afrique. Comme vous dites, laissons tomber toutes les restrictions qu'on peut avoir à cause du réchauffement climatique. Quand je regarde une ville comme Kinshasa, qui a environ 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants, mais c'est une manne, ça. Non, mais c'est de l'argent, 12 millions d'habitants. Franchement. Moi, ma question, c'est que moi, comme étant ici, je me suis dit à un moment donné, vous l'aviez dit lors d'une dernière Kaboula que vous avez fait, parce que je me suis dit, c'est peut-être mieux de me lancer seul. J'ai essayé de convaincre les gens autour de moi pour leur parler, mais apparemment, ils ne comprennent pas. Tout le monde pense qu'à la politique. Les gens ont baissé le bras. Là, c'est sûr que j'interviens souvent, mais est-ce qu'il y a une structure pratique, une plateforme, par exemple dans le cadre de l'école Kimuntu, qui pourrait par exemple permettre à moi, par exemple, je ne parle pas des autres, de dire, bon, écoutez, je vais intervenir, je vais peut-être investir. Dans quelle mesure cela peut-il être possible? Monsieur Fabrice, voilà pourquoi on a lancé un cabinet ici, pas à l'étranger, hein, un cabinet ici en Afrique, pour accompagner les entrepreneurs comme vous, des hommes d'affaires, à avoir une vision de l'Afrique différente, parce qu'il y a des domaines très intéressants où tu n'as même pas de problème et tu es bien. C'est-à-dire que des domaines où tu peux te faire beaucoup d'argent, sans pourtant que les gens sachent même que tu fais de l'argent. C'est-à-dire que tu es invisible, mais tu es riche. Non, mais c'est vrai. Donc, et puis profiter du système en question, parce que moi, je vous assure, le système colonial actuel, le système de domination monétaire actuel de la planète est un système qui peut nous rendre très intéressant. Je vous assure. C'est pour ça que moi, je vois les débats sur la monnaie et tout. C'est parce que la majorité des gens qui font ces débats-là ne sont pas des économistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent la liberté. Oui, on nous domine. Oui, je veux la liberté. Mais le problème, c'est que quand tu réfléchis un peu et qu'on est capable d'insérer dans nos jeunes une éducation entrepreneuriale 4.0, comme je l'appelle au niveau du cabinet,
on peut avoir une génération des entrepreneurs qui, en effet, vont jouer sur le déficit que nous avons au niveau monétaire, aller vendre ailleurs. Imaginez un tableau de l'art congolais ici, des statuettes de chez nous, des masques congolais, hein, que ce soit du Gabon, que ce soit du Cameroun, vendus au Japon en yens japonais. Mais quand tu les ramènes au pays, mais laisse tomber. Si tu le vends là-bas en 1000 yens, je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire quand tu ramènes un tableau, l'argent là ici. En fait, le dilemme. Notre dilemme à nous, c'est que nous n'exportons pas des valeurs, des produits à haute valeur ajoutée. Je ne parle pas du pétrole. La connaissance doit être exportée. L'innovation, on doit innover. On doit être dans les technologies de pointe. C'est seulement là qu'on peut s'en sortir, comme font les autres. Parce qu'on voit la monnaie, le yuan chinois, le renminbi est faible face au dollar, faible face à l'euro. Mais c'est le bonheur des Chinois. Exactement. Oui. Les Chinois peuvent dire, oui, mais c'est trop faible, moi je veux une monnaie forte, je veux aussi avoir ma monnaie non arrimée sur la monnaie anglaise, RIM, ou bien le dollar américain. Ah non, pas du tout. Eux, ils veulent coller, ils ne veulent pas laisser les Américains. Eux, ils disent que laissez tomber, on dépend de vous, nous sommes pour nous inférieurs. Les Chinois, à l'époque, je me souviens, lorsque j'étais étudiant là-bas, mais ils ne voulaient même pas qu'on parle qu'ils sont développés, hein, ou ils s'industrialisent. Eux, ils se faisaient petits. Oh non, mais pitié, on n'a rien, nous. Quoi? Comment vous avez rien? Vous avez Shanghai, vous avez Macao, vous avez Hong Kong, vous n'avez rien. Ben, ils n'ont rien. Voilà. Nous, on n'a rien comme eux. Nous ici, on n'est vraiment rien. Puisque l'Afrique n'a rien, l'Afrique devait profiter de ça. Parce que il y a des choses. Je vous prends un exemple. Il y a des domaines au niveau Fonds monétaire international, Banque mondiale, où il y a des financements. Quand 200 en Afrique, il n'y a pas des jeunes Africains qui présentent des projets. L'argent repart. Wow. Ah oui, les projets doivent être financés. Vous comprenez? Donc, le club qu'on vient de mettre en place, c'est tout simplement éveiller les nôtres à mieux comprendre l'économie, non pas par des formules mathématiques, tout simplement, ou par l'envie d'avoir une note pour le passage à la supérieure, mais pour cerner le système et comprendre que Keynes était un humain, il a existé, il a vécu, et cet être-là a laissé à l'humanité une pensée. Elle n'est pas parfaite, mais on peut tirer de cette pensée-là des bonnes choses. C'est comme lorsqu'on va voir Karl Marx, vous allez voir que la pensée marxiste, c'est aussi une pensée économique très intéressante, mais on ne peut pas tout prendre. Parce qu'il faut que nous soyons capables de pouvoir se dire que ça, cette partie-là, non, on ne veut pas. Ça ne nous intéresse pas parce que nous, on est bantou. C'est comme on dit souvent, on est bantou. Donc, on a une autre manière de fonctionner. On a la famille derrière, on a la communauté derrière. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas faire de l'individualisme libéral externe en Afrique. Tu ne peux pas, tu vas mourir. Donc, il faut s'intégrer à notre système et on aura des solutions. Mais c'est sûr que j'attends ma consultation. J'aurai beaucoup de questions à te poser là-dessus. On aura le temps d'en parler. Alors, déjà, d'ici janvier, je pense que vous avez vu, il y a une série de conférences qu'on va mettre en ligne sur donc des conférences en économie, bien sûr, sur les métiers de demain. Donc, l'idée, c'est qu'on veut parler des domaines futuristes dans lesquels les jeunes entrepreneurs, par rapport à notre réalité, peuvent se lancer afin d'éviter d'étudier pour étudier. Donc, vous serez tous les bienvenus au moment opportun. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mpangi, Monsieur Fortina Lelo, voilà, qui vient de rentrer. Donc, on va le prendre. Et puis, je pense qu'on va prendre quelques questions ici aussi. Sinon, c'est compliqué. Monsieur Fortina Lelo, bonjour. Bonjour, Thomas. Alors, on vous écoute. Est-ce que vous avez suivi notre documentaire d'aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas suivi. Ah, vous n'avez pas suivi. Donc, si vous n'avez pas suivi. Je n'ai pas suivi. J'ai juste vu le thème, le sujet, oui. Et c'est pour ça que je suis entré. Voilà. Bon. Donc, vous êtes là pour. OK, j'ai compris. Donc, puisque je vois les gens qui se connectent, se déconnectent, il y a un problème de connexion de leur côté, je vais essayer de prendre aussi des questions ici. Et puis, si vous n'entendez pas, ne vous en faites pas, je vais répéter cela pour ceux qui sont en ligne, pour qu'on puisse avancer aussi avec ceux qui sont dans la salle. Alors, je pense que vous avez compris. C'est très important que l'on change notre manière de réfléchir. Et je précise que les livres de John Maynard Keynes, que ce soit les conséquences économiques de la paix, hein, son premier bouquin best-seller et tout, et puis la théorie économique
la théorie de la monnaie qu'il a développée, donc la théorie de la monnaie. Vous avez ça ici, au niveau de la bibliothèque numérique, ce qui veut dire qu'au lieu de rester à la maison pour regarder la télé, il est important aux économistes de savoir qu'au niveau du cabinet Vision Métrique, il y a une bibliothèque numérique qu'on a mis pour vous. Vous pouvez consulter les travaux de Keynes. C'est très intéressant. Normalement, je devais vous donner déjà, par exemple, la Karl Marx que nous avons sur la prochaine, vous permet de le voir en avance toute la semaine. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, vous regardez Karl Marx, pour que lorsqu'on revient, même si on le regarde ici, vous avez déjà des questions, vous voyez, vous êtes déjà préparé, vous êtes prêt. Et puis, peut-être venir au cabinet, au niveau de la bibliothèque numérique, consulter les livres, les travaux, parce que regarder un documentaire, c'est très important, mais se nourrir des travaux de ces auteurs-là, c'est encore très important. Parce que là, c'est un résumé de résumé. Keynes, c'est toute une vie. Vous avez vu que lui, c'est le monde qui gérait. Sa pensée dominait la Terre. Donc, il a écrit des documents, il faut le lire. Donc, le cabinet est là pour vous. La bibliothèque numérique est là aussi pour vous. Il suffit de contacter l'équipe pour qu'on puisse vous expliquer comment vous pouvez y avoir accès. Très important. Okay? Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui veulent prendre la parole? Bien sûr, par rapport à ce qu'on vient de voir, qui peuvent analyser un peu, qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Oui. Vous présentez le nom et puis vous pouvez parler. Moi, je m'appelle M. Tima Francis. Je suis également étudiant à la Société. Pouvez enlever pendant que vous parlez parce que là, oui. Je suis également étudiant à la Société. Et j'ai étudié selon Keynes. Selon Keynes, lui, il parlait plus de l'amour du prochain et de la solidarité d'une nation, même s'il faisait une limité au monde, il parlait, mais au fond, lorsqu'on voit, s'adresser à des nations également. Une nation soit forte, une nation puisse se soutenir. Et ce que vous avez dit sur la puissance de la monnaie étrangère qui favorise les pays qui ont une monnaie faible, c'est ce que les musulmans font aujourd'hui sur le CFA. Parce que le CFA a plus d'influence sur leur monnaie. Par exemple, ce que nos voisins, les RDC, quand ils viennent ici, leur monnaie faible, mais quand ils m'amènent là-bas, ils deviennent riches. Effectivement. Et aujourd'hui, si on regarde bien, le Congo subit la même chose. Bon, la crise, au Congo, il y en a. Et... Oui, ceux qui sont en ligne, je sais que vous n'entendez pas bien, attendez, je vais vous. Voilà, je vais vous dire ce qu'il est en train de dire, OK? Oui. Il y a la crise, moi, je ne prends pas de l'État africain, je vais me baser sur le Congo. Pour résoudre cette crise, c'est exactement ce que vous avez dit. On va chercher un moyen pour nous de créer des activités. Mais vous comprenez bien que pour créer des activités, vous devez être formé. Parce que vous ne perdez pas avec la formation. Hein. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas créer. D'abord, ne vous créez pas. Les Congolais sont là. On est peut-être l'un des pays africains les plus diplômés du continent. Les Congolais ont master, maîtrise. Vous savez, dans la famille, on étudie, on fait qu'étudier. On est des bureaucrates. On attend qu'on nous recrute. Donc, le but même de ce que nous faisons, c'est pour ça que vous devez prendre conscience de ce que nous sommes en train de vouloir faire. Le but de ce que nous avons fait ici au pays, c'est d'avoir un cabinet qui va vous former, qui vous donne des capacités, qui active en vous vos capacités. Vous avez des capacités en vous, vous avez une intelligence, mais il faut l'orienter, il faut le dynamiser. Et ça, il faut que vous puissiez être capable de comprendre cela et de vous mettre en mouvement. Mais si vous dormez à la maison et que vous dites, oui, en fait, il faut qu'on crée. Ce n'est pas parce que tu as dit que ça va se créer. Il faut comprendre comment. Quels sont les logiciels qu'il faut utiliser? Ah oui, comment gérer une entreprise? Quels sont les différents outils à utiliser pour qu'une boîte fonctionne? C'est ça qu'on veut vous donner. D'où les formations que nous proposons au niveau du cabinet. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous êtes économiste, vous êtes étudiant, mais en tant qu'étudiant, vous devez comprendre cela. Quand on ne va pas aux études, à l'université, seulement pour passer à un classe supérieure, dire aux parents, j'ai validé mon master. Point. Après, on va dire, bon, écoute, il faut aller créer un boulot. Ah, mais créer, moi, je cherche un boulot. Donc, on fait un CV, on tourne dans toute la ville de Brazzaville
à la recherche d'un boulot. Cette manière de fonctionner émane du fait que, en fait, est le résultat de l'incompétence. C'est-à-dire que tu veux qu'on t'utilise comme un esclave. Il faut être capable de dire, j'ai fini, j'ai étudié, je sais ce que j'ai à faire. J'ai créé une boîte. Et puis, si vous ne savez pas comment faire, il y a des cabinets comme Vision Métrique qui est capable de vous orienter, comment prendre charge de l'argent, comment faire des plans d'affaires, comment on s'organise pour toucher des domaines que les autres ne touchent pas, où il y a l'argent. Parce que c'est ça le problème. Parce que ce n'est pas seulement créer une entreprise. Il faut créer une entreprise pour des domaines futuristes. Des domaines où tu te dis, pendant que lui fait 10 ans de travail, toi tu fais une année, tu as 10 ans de son revenu. Ouais, là, tu es calme. Là, tu dis, bon, j'ai réussi, je n'ai pas. C'est ça le problème. Moi, je me souviens lorsque j'étais étudiant, j'étais comme vous, hein, parce qu'on a fait la première année, je suis en maîtrise ici. Et jusqu'en maîtrise, quand j'étais en maîtrise ici à l'université, il y avait des amis qui, en licence, étaient partis dans l'armée. Hein, tu vois, parce que voilà, ils ont eu le recrutement, ils sont partis. Certains, comme ça, travaillaient en maîtrise. Donc, nous, on était là, on cherchait comment aller étudier à l'étranger, parce qu'on visait je visais avoir mon doctorat en économétrie, et certains commencent à travailler. Bon, vous imaginez, je suis parti depuis 17 ans. 17 ans environ. Je reviens au pays. Vous comprenez que tous mes amis qui ont commencé à travailler à 17 ans de cela, travaillent depuis 17 ans. Mais ce qu'ils peuvent construire en 17 ans, toi, tu fais en une année. Et je suis rentré, j'ai dans un cabinet, non? High-tech, non? Avec Big Data et tout. Les amis qui ont commencé à... Ce n'est pas le fait de travailler tôt. Ayez des projets. Formez-vous. Parce que les moyens, vous pouvez l'avoir en peu de temps, parce que vous avez pu accéder à des compétences que les autres n'ont pas. Vous me comprenez? C'est très important. Voilà. Je vais profiter, de prendre encore quelqu'un, qu'on puisse avancer. Ah oui, oui. Oui, le DRH. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, comme vous avez dit, directeur de ressources humaines et comptabilité. Suite à la vidéo ou au documentaire que nous avons eu à visualiser ce soir, nous voyons très bien que la pensée de Keynes est plus l'intervention de l'État dans les affaires du marché. Or, moi, je me dis, actuellement, le bien public, l'attention qu'on apporte, ce n'est pas la même attention qu'on apporte au bien privé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on prend plus la théorie de la main invisible, d'où la personne n'agit pas pour le bien-être social. Mais, dans la quête de son intérêt personnel, il contribue sans le savoir au bien. Le gros, ça parlait par exemple de la création des entreprises. Lorsqu'on crée l'entreprise, on n'est pas pour l'entreprise, on peut se faire des bénéfices pour s'enrichir de l'argent. Mais en créant cette entreprise, on va parler au côté où il y aura l'emploi qui va être pour certaines personnes. Et moi, je me dis, je suis pour ceux qui disent que la théorie de Keynes sur l'intervention de l'État dans les affaires de commerce, c'est qu'il y a un part du fait que le marché s'auto-régule. Donc, moi, j'adhère plus à la zone d'Adam Smith que la zone de Keynes sur. Oui, mais aujourd'hui, analysons d'abord Keynes. Parce qu'on aura Adam Smith, on aura David et Ricardo. On va présenter tout ça. Aujourd'hui, oui, effectivement, la pensée keynésienne, si c'était parfaite, on ne devait pas avoir les néo-keynésiens. Ah oui, parce que, voilà, ça avance. Il y a quelqu'un qui pose la question en ligne qui dit est-ce que la vision de Keynes est compatible avec les nouvelles technologies numériques monétaires d'aujourd'hui? Voilà, c'est une très belle question. Moi, j'aimerais lui dire tout simplement que Keynes peut s'appliquer à n'importe quel moment, dans le sens où que la monnaie soit numérique, que la technologie aujourd'hui soit intelligence artificielle. Keynes, sa pensée, c'est l'intervention de l'État dans le système économique. Vous devez comprendre, ça se résume à ça. Ça veut dire que lorsqu'il y a crise ou dans le fonctionnement de l'économie, parce que Keynes dit tout revenu national est un revenu de sous-emploi. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'il faut donc appliquer des politiques économiques efficaces afin de relancer l'activité économique. Voilà pourquoi il nous parle des politiques budgétaires, dépenses publiques. Hein? Il creuse les dépenses publiques, construction des routes, construire des universités, construire des barrages, comme on a vu tout à l'heure. Après, il y a aussi la politique fiscale. Baisser les impôts, réduire les taxes, et ainsi de suite. Il y a la politique des transferts. Et puis, il y a aussi les investissements. Vous voyez, voilà pourquoi dans cette équation fondamentale du revenu, consommation, investissement, dépenses publiques, et puis il y a ce qu'on appelle la balance commerciale. Vous vous souvenez? Exportation moins importation. Où intervient le taux d'échange pour la convertibilité des devises. Donc, que les devises, que la monnaie soit électronique, que la monnaie soit aujourd'hui avec la technologie de pointe que nous avons, avec des bitcoins que nous avons, donc si l'État a la même mise, l'État a la même mise. L'État investit, l'État contrôle. Sauf que, comme on a dit dans le documentaire, parce que moi je veux qu'on reste dans le documentaire,
On nous a fait comprendre qu'à un moment donné, lorsqu'on emprunte, il faut rembourser. Ah, la dette, c'est compliqué parce que si vous ne remboursez pas, vous perdez les notations sur le marché financier. Et en plus, lorsque vous lancez un projet comme le barrage, par exemple, aux États-Unis qu'on a vu tout à l'heure, à la fin, tous les travailleurs qui étaient au barrage, ils repartent au chômage. Parce que tout le monde ne va pas être retenu pour garder. Parce que le barrage a été construit par les grands maçons et tout. Ils ont fini, ces gens-là. Ils repartent dans les petits boulots parfois. Sauf si l'État lance encore des grands projets. Vous voyez? Donc la modernisation et ainsi de suite. Et dans les pays comme le Japon, si vous constatez, j'aime le Japon parce que ce sont des pays qui se sont adaptés, mais puisqu'ils n'ont pas des ressources que les autres ont. Vous voyez qu'on construit. Si on voit que ce n'est pas possible, les gens se convertissent dans l'électronique. Vous voyez, c'est d'autres domaines. Les gens qui étaient maçons sont devenus, leurs enfants sont devenus des électroniciens. Après, on va dire, il faut créer des robots. Des domaines qu'au Congo, la robotique, on ne sait même pas si ça existe encore déjà. Vous voyez, donc en gros, il faut innover et continuer à innover, sans pour autant perdre son âme. Vous voyez qu'à un moment donné, on ne devient pas humain. On devient égoïste, on devient dangereux, on s'en fout des autres parce qu'on est trop riche. Et on va le voir avec la pensée du libéral de Hayek. Parce que c'est pour ça que je veux que vous compreniez que dans la vie, il faut comprendre que tout est problème de pensée. Alors la question que vous allez vous poser pour ce soir, quel est votre courant de pensée? Est-ce que vous réfléchissez comment en fait? Vous êtes de quel courant? Êtes-vous dans le libéralisme? Vous êtes libéral? Êtes-vous keynésien? Êtes-vous, on va voir, marxiste? Êtes-vous socialiste? Mais dans le sens économique du terme, libéral, communiste comme les Chinois, mais est-ce que vous êtes capitaliste en fait? Voilà, vous comprenez? Mais avant d'en parler, il faut que vous voyez d'abord qu'est-ce que c'est. Oui. Alors, quelqu'un devait prendre la parole ici, là, c'est ça? Oui, merci pour la parole. En fait, c'était pour intervenir aussi sur la qualité du postulat de Keynes sur l'intervention de l'État. Par rapport à notre pays, est-ce qu'on peut dire, si on analyse la qualité de notre économie, apparemment, nous basons aussi sur l'intervention de l'État. Maintenant, est-ce que l'État agit dans le sens de produire, de créer des activités, des entreprises pour que les gens aient de l'emploi? Parce que quand on observe, on voit tout simplement que l'État se base plus dans la fonction publique, par exemple. Et vous l'avez dit sur la bureaucratie. Donc, quand l'État intervient dans le cadre d'entreprise, dans le cadre de l'emploi, c'est plus dans un recrutement de la fonction publique. Oui, mais n'oubliez pas que Keynes est un Anglais et que les Anglais ont l'entrepreneuriat, la City, comme on dit, le centre financier mondial, c'est en Angleterre. Hein? Donc Keynes, quand il parle, il est dans un pays où les gens, ce sont des grands business. C'est-à-dire qu'eux, là-bas, la création d'entreprise fait partie de leur code génétique. Donc, comme tu viens de dire, est-ce que nous appliquons les théories keynésiens, par exemple, au pays ici, sachant que l'État intervient, bien sûr, l'État intervient au pays, mais l'État intervient de donner, par exemple, de donner du boulot administratif à la population. Mais c'est pour cela que les jeunes entrepreneurs, vous, en tant qu'économistes, vous devez comprendre que l'État a mis des leviers. Vous savez, par exemple, pour que nous puissions mettre en place le cabinet, on est passé par le ministère des petites et moyennes entreprises qui s'occupe à accompagner les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise. Mais les Congolais ne sont pas là-bas. Vous, les économistes, vous n'êtes pas là-bas. Donc, la question, ce n'est pas l'État. L'État vous donne les moyens, les possibilités de créer des entreprises. Mais il faut les créer. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous ne savez même pas comment on crée une entreprise. On commence par quoi? Par où? Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez le dilemme? Et puis, il faut un mindset, il faut une mentalité entrepreneuriale. On ne dit pas seulement je vais créer une boîte. Il faut savoir qu'il faut avoir une mentalité qu'il faut. Et c'est cette mentalité que Vision Métrique veut vous insuffler. C'est-à-dire que tu es debout, tu dis j'ai fait de l'économie, mais là j'ai une énergie, je sais que je dois lancer mes boîtes, j'ai des idées. Voilà, vous devez avoir des idées. Et ces idées, il faut les concrétiser. Mais c'est à vous de décider. Moi, de mon côté, en tant que docteur en économétrie, je vous propose des idées. Mais vous devez accepter de les vivre, de les accomplir. Vous comprenez? On ne peut pas travailler à votre place. Donc, on recrute les gens dans les entreprises, et au niveau administratif, parce que les jeunes Congolais n'ont pas encore le déclic entrepreneurial. C'est ça le dilemme. On ne nous a pas créé l'entrepreneur. D'abord, je suis venu, non? On a créé le cabinet. Vous voyez bien que le cabinet est visible. On ne va pas dire qu'on ne peut pas créer quelque chose. On peut le faire. Et on est même encouragé de le faire. Mais on ne le fait pas.
Parce qu'on n'a pas le mindset qu'il faut. Parce qu'on a toujours été bureaucrate. Donc, moi, je vous encourage de venir au cabinet, de vous faire former, et ça va vous permettre, en effet, d'avoir des outils adaptés. Parce qu'étudier, oui, mais si tu étudies à la fin pour être chômeur et employable, aller attendre que la fonction publique qui recrute chaque 10 ans te recrute, tu vieillis à la maison comme ça. Et n'oubliez pas, après 6 mois, après votre Master 2, 6 mois après, vous n'êtes plus économiste. Hein. Chaque 6 mois, les connaissances changent. Voilà pourquoi il faut être à jour. Ah oui, les petits enfants qui vont arriver après vous sont plus puissants que vous. C'est normal, la science évolue. Donc, il faut être toujours en activité. Vous comprenez? Très bien. Je vous donne un peu l'heure. Voilà, il ne reste que 8 minutes. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres personnes en ligne qui veulent prendre la parole. Donc, il y a monsieur, donc, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, Bangolou, c'est ça? Bonjour, monsieur ou madame Bangolou. Je ne sais pas si vous m'entendez. Votre micro est muté. Oui, je vous entends. Beauté. 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 Bon, j'ai pris le documentaire en cours, mais bon, j'avais déjà un peu des idées par rapport à la pensée de Keynes. Effectivement. Et par rapport à par rapport à mon intervention, j'ai une question d'abord qui est comment est-ce qu'on peut prôner l'intervention de l'État quand l'État lui-même n'est pas d'abord souverain dans ses attributs économiques, quoi, dans sa manœuvre économique. Et ça, c'est une question. Et une remarque aussi, c'est que la pensée de Keynes, déjà, par rapport à ce qu'on peut observer généralement quand on va dans les marchés, bon, au niveau étatique, ça a dans certains États le vivent, mais si on va dans les marchés, déjà ici en Afrique, dans certains marchés, il y a des mamans qui font des régulations des prix, qui se regroupent ensemble, peut-être le groupe des mamans qui vendent la tomate, et font une espèce d'intervention pour réguler les prix et permettre qu'il y ait toujours une fluidité de l'économie locale, que le prix soit abordable, que la consommation puisse être effective, que les produits ne pourrissent pas non plus, en fonction de gérer en fonction de l'offre et de la demande, quoi. Donc, c'est quelque chose qui, d'un point de vue déjà microéconomique, se vit déjà. Donc, cette intervention-là, je pense que si les mamans pensent qu'elle c'est nécessaire, c'est parce qu'elles savent qu'avec l'expérience, on ne peut pas faire une économie sans ça, quoi. Il faudrait toujours qu'ils puissent avoir une intervention d'une entité, que ce soit l'État ou pas, qui puisse donner une certaine régulation à la chose pour que les excès ne soient pas vécus ou que les égoïsmes individuels des uns et des autres ne prennent pas le dessus sur le bien-être collectif. Alors, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, donc commençons par la première question d'abord sur ce que vous venez de dire. Hein, c'est-à-dire que comment l'État peut intervenir s'il n'y a pas déjà une certaine forme de liberté d'action, hein, je vais dire. Il faut bien comprendre que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les pays asiatiques, le Japon, la Corée du Sud, hein, avec Séoul et tout, tous les États du monde dépendent des entités données. C'est-à-dire qu'il y a toujours des forces derrière, des forces à côté qui essaient de tirer les ficelles. Ça, c'est une réalité qu'il faut comprendre. Moi, j'aimerais que nous, je prends le cas des États-Unis qui est considéré aujourd'hui comme étant la première puissance mondiale. Vous savez, j'avais fait une conférence sur la Fed. Et pendant la conférence, j'ai essayé d'expliquer aux autres que la Fed, par exemple, est une banque privée. C'est-à-dire que c'est une banque qui gère le dollar américain, mais c'est une banque qui appartient à des familles. Ce n'est pas une banque étatique, au sens banque de l'État américain. Et donc, vous voyez bien que si vous rentrez dans un système américain, par exemple, les grands milliardaires américains qui gèrent la Fed tirent les ficelles de l'économie américaine. Ils décident de la planche à billets au niveau de l'État américain. Il y a des partenariats entre l'État américain et cette banque privée. Le dollar n'est pas fabriqué par le gouvernement américain, même s'ils sont la vague du gouvernement, mais c'est fabriqué par des banquiers qui se sont rassemblés, qui ont créé la Fed. Vous voyez? Donc, en gros, dans chaque pays, en économie, vous allez constater qu'il y a toujours des entités. Ça peut être l'État, ça peut être des banques privées, ça peut être des commerçants. Il y a des entités qui tirent les ficelles dans le domaine de l'économie. Et moi, je suis d'accord avec toi. Par exemple, le marché doit fonctionner d'une certaine manière. Les mamans se rassemblent et puis déterminent le prix. C'est-à-dire que, comme on disait à l'époque avec les classiques, il y a la main invisible, par exemple, d'Adam Smith, quoi. Il y a une main invisible qui est là à réguler le marché. Les mamans savent que si les tomates sont très élevées, les gens ne vont pas acheter. Il n'y aura pas achat, les gens n'ont pas des moyens pour ça. Donc, ils vont s'adapter. Ils vont dire que, écoute, toi, tu ne mets pas 5 francs. Hein.
Moi, je mets à 10, tout le monde met à 10 pour qu'on le vende. Chacun sa chance, mais ne venez pas détruire le marché. Si tu viens, tu dis, je mets ça à 4 francs pour que les gens achètent chez toi. Donc, il y a cette communication-là au niveau de nos marchés africains, par exemple. C'est normal. Maintenant, au niveau étatique, puisque tout le monde est dominé d'une certaine manière. Vous savez, le général, donc l'ancien président américain disait par exemple qu'il y avait un système occulte sur l'armement en Amérique, c'est-à-dire qu'il y avait des entreprises américaines dans le domaine du business des armes qui faisaient même peur au gouvernement américain. C'est-à-dire que le gouvernement la plus puissante du monde dit que dans son propre pays, il y a des entreprises privées qui fabriquent des armes, mais sont tellement puissants qu'ils veulent prendre le contrôle de l'État. Mais on est aux États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît. Donc, vous venez des pays africains, colonisés, esclavagisés, dominés. Il faut que nous développions une intelligence nouvelle afin que nous puissions nous adapter dans la jungle. Parce que là, les autres veulent des ressources, ils veulent piller les pays, nos États sont là, il faut accompagner nos États, même si nous savons que tout ce qui est régalien n'est pas encore au top, mais il faut les accompagner dans des propositions pour faire sortir notre peuple de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Sinon, c'est compliqué. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends très bien. D'où une idée qui me vient là, je disais. Donc, pensant donc à ça, peut-être la solution donc, pour nous qui avons encore plus de verrous institutionnels au-dessus de la tête, la solution serait certainement une économie plus décentralisée. Donc, avec pas un contrôle, disons, étatique direct, mais des contrôles régionaux ou alors même des contrôles communaux à des niveaux un peu plus bas qui permettent que cette régulation-là d'abord soit plus efficace, qu'elle soit plus appropriée en fonction des besoins directs de ces économies locales-là et qui donne une certaine marge de manœuvre et une liberté également aux autorités institutionnelles en disant, bon, nous, on a déjà décentralisé, ça ne nous regarde plus, ça regarde ceux qui sont là, ils gèrent ça entre eux là-bas, quoi. Ça permet une meilleure fluidité économique et une indépendance. Du moins, ça, c'est ce que je pense. Non, mais je suis d'accord avec toi 1000%, mais comprends bien que le documentaire qu'on a fait passer aujourd'hui, ce n'est pas qu'on épouse la pensée de Keynes, hein, pas du tout. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de faire passer, parce que, par exemple, la semaine prochaine, j'aimerais, si tu es là à 18h du Congo, hein, du Cameroun, à 18h ici, jeudi prochain, on va parler de la pensée de Karl Marx. C'est-à-dire que notre idée, c'est quoi? C'est que nos jeunes Africains, nos jeunes intellectuels, nos économistes, les jeunes étudiants qui sont en formation, puissent comprendre tout d'abord qu'il existe des pensées dans le monde qui dominent cette planète. C'est-à-dire des pensées qui ont été développées par des gens, on va vous les présenter. L'idée, ce n'est pas de dire, écoutez, épousons ces pensées-là. Non, pas du tout. Comme tu viens de le dire, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi à 1000%. À la fin de ces auteurs-là, lorsqu'on va parler de ces gens-là, les classiques, les libéraux, en fait, toutes les pensées économiques occidentales, asiatiques, maintenant, vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a une pensée asiatique de l'économie, il y a une pensée américaine de l'économie, il y a une pensée européenne de l'économie. Maintenant, revenons chez nous. Bon, chez nous, comment on s'organise? Parce que il faut que nous puissions développer une pensée continentale un jour. Une économie africaine nous demande de pouvoir, comme dit notre grand frère Mbong Bassong, qu'il faut théoriser l'économie africaine. Et nous devons modéliser les nouvelles pensées, tout en intégrant, comme tu as dit, peut-être décentralisation au niveau de nos villages. Parce que même là, pendant que je te parle, ne pense pas que nos États ont une maîtrise de l'économie qui se passe dans nos villages. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans nos villages. Tu penses que nos mamans qui vendent des maniocs au marché le matin au village, eux, ils savent comment se passe. Vous comprenez? C'est pas informatisé, c'est pas régulé, parce que c'est naturel. Vous voyez, les mamans ont déjà la maîtrise des choses. Ils viennent vendre et c'est bien fait. Mais que nous, en tant qu'économistes, il faut que nous puissions étudier ce système-là, ce système qui existe depuis des siècles, hein, et puis essayer d'expliquer cela, et puis essayer de voir si ça peut équilibrer la vie des nôtres, lancer des hommes d'affaires adaptés à cette réalité de décentralisation pour éviter que l'État puisse avoir une même mise totale sur nous, sachant que l'État lui-même est contrôlé parfois par le monde. Voilà, comme on a dit, tous les pays du monde sont sous contrôle après. Voilà. C'est bon, papa? C'est bon, Matondo. Matondo. Alors, je vois Ben qui est rentré. Ben. Bonjour, monsieur Ben ou madame. Bonjour, beauté, tout moi. Vous me suivez? Oui, très bien. Ok. Bon, j'ai écouté les intervenants Pangui là par rapport au sujet. Et il y a un thème qui m'a retenu le plus, c'est la monnaie digitale. Parce que je pense que, comme le Pangui qui vient de
de parler là dit la décentralisation. Or, quand on essaie un peu de voir nos économies avec la mondialisation, on se rend compte que la décentralisation a plus de sens avec les monnaies, les crypto-monnaies dans les monnaies digitales. Dernièrement, même le Niger a testé une monnaie de Inaira. Et j'ai encore vu en Chine, il y a une ville, ils ont commencé à implémenter des monnaies digitales. Parce qu'on se rend compte que tant que ce sera toutes les banques qui vont centraliser la monnaie, les devises et tout, ils pourront faire fluctuer ça comme ils veulent avec des inflations et des jeux de marché, des spéculations, quoi. Et sans vous mentir, je me rappelle encore de ce qu'un chancelier allemand avait dit. Bon, je crois avant même qu'il avait dit que l'Europe ne fera plus jamais l'erreur qu'ils ont commis après la Deuxième Guerre mondiale avec la Chine, c'est-à-dire laisser l'Afrique s'industrialiser. Et quand on sait encore que les organismes internationaux, tels que la Banque mondiale, le FMI, tout ça, n'ont jamais été pour les intérêts des Africains. On se rend compte qu'ils ne vont jamais prendre des décisions pour nous, ça toujours contre nous. Donc, c'est pourquoi je suis plus vers la décentralisation sur les monnaies digitales, comme le Nigeria a commencé à tester, qui est une alternative au système centré et concentré à l'étranger, où on n'a même pas la maîtrise de nos économies. Nous-mêmes, vous avez même dit en début qu'on n'a même pas de monnaie. Il faut... Oui, oui. Non, je comprends. Je comprends, mais bon, là, vous parlez de la monnaie. Je pense que la prochaine fois, puisqu'on a un documentaire spécial où on va parler de la monnaie électronique et tout. Mais il est clair qu'il faut retenir une chose très importante. La monnaie électronique ou la monnaie digitale ou les bitcoins, comme on appelle aujourd'hui, sont des monnaies qui sont fondées sur une technologie. Et cette technologie, c'est la blockchain. C'est-à-dire que il y a deux choses. Dire qu'on a besoin d'une monnaie digitale ou une monnaie numérique, c'est une bonne chose. Mais il faut d'abord détenir la technologie. Parce que beaucoup de gens, je sais, beaucoup des nôtres disent oui, il faut passer à la monnaie électronique. Je suis moi en ce moment au Congo. Combien de personnes maîtrisent la technologie de la blockchain? Combien des Africains que tu connais aujourd'hui sont des grands, on les compte dans les doigts. Ouais. Tu vois, donc notre but à nous, le Nigeria a mis le INERA. Parce que le Nigeria, il y a des grands matheux. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à la transition, en fait. Il faut dire à nos jeunes, c'est pour ça qu'en janvier, je vais lancer une série de conférences sur les métiers du futur. Parce qu'il y a des domaines qu'il ne faut même pas faire. Tu ne peux pas prendre ton enfant, tu dis, va faire droit pour droit. Ça n'a pas de sens. Ça, tu veux maudire l'enfant. Non, mais c'est vrai, en 2015, en 2020, 2030, là-bas, il y a des métiers qui vont disparaître. Vous voyez? Et ça, c'est des choses que nous devons intégrer. Oui, on veut de monnaie électronique. Il faut que l'Afrique puisse avoir son indépendance monétaire. Je suis d'accord. Mais moi j'aime pas. Moi, j'aime que tu me dises ceci. Que bon, écoute, une fois dit, j'envoie $1 million. Il faut créer un département spécial pour... Je donne une bourse aux jeunes Africains. Ils ne vont pas payer. Tu les formes là-bas en Bitcoin. C'est-à-dire que tu les formes dans la blockchain. Si nous formons les nôtres dans la blockchain, là, tu comprends? Oui, nous pouvons s'en sortir. Beaucoup d'Africains aujourd'hui s'intéressent à la blockchain. Le Nigeria est dedans, le Kenya est dedans. Bon, pays francophone, on patauge un peu. Mais il est très important de maîtriser la technologie, puisque cette technologie n'est même pas encore maîtrisée par les Occidentaux eux-mêmes. Tu comprends l'avantage que nous avons? C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où tout le monde, on est à la ligne de départ. Et c'est même le futur parce qu'il y a les contrats intelligents qui arrivent, les smart contracts. Bien sûr. Donc, on ne va plus payer comme on paye aujourd'hui là. Il faut que nous prenions, nous passons devant. Mais il faut des matheux. Il faut envoyer les gens dans les technologies de pointe. Il faut y maîtriser la programmation. Il ne faut pas dire oui, mais bon, je veux que tu sois infirmier. Il y a des métiers qui ne servent plus à rien. Mais ça, on va en parler lors des conférences pour présenter les métiers du futur à tout le monde. Merci à toi, merci de ta participation, ta présence. Et puis, je remercie toutes les personnes qui sont en ligne, qui étaient en ligne. Et j'espère que vous serez là le jeudi prochain. Je vais déjà programmer ça sur YouTube et Facebook. Donc, jeudi prochain à 18h, nous allons en effet
ensemble essayer de traiter le sujet sur la pensée de Karl Marx. L'idée ici, je répète, ce n'est pas que nous soutenons la pensée. Non, ça ne nous intéresse pas. L'idée, c'est que vous sachiez qu'il existe même, que vous soyez économiste ou pas économiste, vous devez savoir que dans le monde dans lequel nous vivons, la Banque mondiale existe parce qu'il y a eu Bretton Woods. Parce que Keynes, là que vous avez vu là, ils se sont rassemblés, ils ont fait leur réunion de famille, ils ont dit, bon, écoutez, on va créer une monnaie, on fait le dollar. Ouais, le dollar. Aujourd'hui, le dollar, c'est la devise du monde. C'est-à-dire que le dollar, aujourd'hui, remplace l'or. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que presque toutes les économies du monde sont arrimées sur l'économie américaine. Mais ils ont réussi ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Les gens se disent, oui, l'Afrique doit changer, l'Afrique doit changer. Mais non, l'Afrique ne peut pas changer si et seulement si on n'investit pas dans l'intelligence, on n'investit pas dans les formations en économie. Hein? On dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Si nos enfants traversent le désert pour aller chercher un bien-être en Europe, parce qu'ils ont fait. Et je vous informe que ceux qui partent à pied là, ils ont des maîtrises ici, des doctorats. Hein? Il y a même des médecins, on les voit marcher dans le désert parce qu'ils cherchent une bonne vie. Si on développe des théories qui créent des emplois, on investit dans des domaines de pointe en Afrique et que les jeunes Africains sont des business ici là et qu'ils vivent bien, ils ne vont jamais quitter leur continent. Mais il faut les former d'abord parce que sans formation, ça ne sert à rien du tout. Dire qu'on va changer quelque chose sans être formé, excusez-moi, je peux dire à quelqu'un, écoute, il faut qu'on ait plus d'électricité, trop de coupures. Mais même si je le dis, ça va changer quoi? Mais si on dit que non, on va former des électriciens, on va créer un barrage, c'est combien de milliards déjà? Oui, il faut qu'on travaille là-dessus. Vous voyez ce que l'Éthiopie a fait avec leur barrage de la Discorde. La Banque mondiale, le FMI a refusé de financer ce projet. L'Éthiopie a dit, mais vous ne connaissez pas. Ils ont commencé à payer eux-mêmes. Donc, c'est les Éthiopiens individuellement dans les marchés qui payent de l'argent de leurs recettes à leur pays, à leur État, pour construire un barrage. Non, mais c'est la mentalité dont John Maynard Keynes parlait. Vivre en communauté. Ce n'est pas bon l'individualité. Et puis bon, donc c'est des choses que nous devons intégrer. Donc, je remercie toutes les personnes qui étaient en ligne. À tout le monde. Merci pour votre patience et puis